Mesdames, Messieurs, bonsoir. Journal un peu plus court qu'à l'habitude en raison du droit de réponse dont va bénéficier l'opposition à la suite de la communication de Robert Boulin avant-hier soir. Donc à 20h15, c'est-à-dire après le journal, les points de vue de François Mitterrand pour le PS et Charles Witterman pour le PC. Et puis lundi à 20h30, un débat entre le ministre et les 4 principales formations représentées par un groupe à l'Assemblée nationale. Tout de suite donc, l'événement le plus important de la journée, la proclamation de la loi martiale en Iran, au lendemain du succès d'énormes manifestations de rue dans tout le pays. La loi martiale, c'est-à-dire un couvre-feu durant toute la nuit, l'armée peut tirer à vue sur quiconque, et l'interdiction de toute réunion. Des milliers de jeunes gens ont alors mené une véritable bataille de rue aujourd'hui contre les soldats. Bilan des affrontements, bilan approximatif, environ 200 morts. Je crois que l'on peut véritablement parler de tournant dans l'évolution des choses, une évolution qui se précisait depuis quelques semaines déjà. L'assaut des militaires a duré plusieurs heures. Tout a commencé place Djaleh, rebaptisée par les manifestants place des Martyrs. Ce matin, environ 5000 manifestants bravent la loi martiale et se dirigent vers le sud-est de la ville. Là, c'est le premier contact avec l'armée qui a pris place au point stratégique. Les militaires tentent de repousser les manifestants, dont quelques femmes. Ils refusent de se retirer et s'assoient sur la chaussée. C'est alors que la première rafale part. Les manifestants se ruent alors vers les quartiers pauvres du sud et commencent à dresser des barricades qui seront réduites à coups de canon. Les affrontements de Téhéran auraient fait plus de 200 morts, annoncent les agences. Plusieurs milliers, disent les opposants au régime, dont plusieurs des leurs ont été arrêtés. Les rues qui habituellement grouillent de monde se sont vidées. La réaction terrible des militaires marque un terme à l'avantage qu'avait pris l'opposition depuis lundi dernier. L'ayatollah Sharif Madori, principal chef religieux d'Iran, modéré, refuse la violence. Pas d'armes ni de guérilla pour ses fidèles. Nous ne les encourageons pas à prendre les armes. Ce que nous demandons est légal. Nous disons aussi que le gouvernement commet des actions hors la loi qu'il ne doit pas faire. L'utilisation des armes ne serait pas bénéfique pour notre cause, pour la cause que nous défendons. Si, de notre part, nous utilisons les armes, ce sera contraire aux intérêts des musulmans et de la population. Cela n'apporterait rien à notre cause, au contraire. Philippe Gassot, vous revenez tout juste d'Iran. Hier encore, vous étiez à Téhéran, alors vous avez pu enquêter. Quelle est la nature exacte de cette opposition? Bien, l'opposition est canalisée par les religieux. On les appelle communément les religieux. Alors, il faut que je vous dise que ces religieux regroupent des commerçants, des petits commerçants, des artisans et véritablement des gens du peuple qui ont trouvé, à travers la religion, des endroits de réunion. On ne peut pas se réunir à Téhéran très facilement. Alors, l'endroit où l'on parle religion et où on parle surtout politique, c'est la mosquée. Et les chefs religieux ont beaucoup d'importance. Dans les mosquées, les ayatollahs, les responsables religieux, haranguent les fidèles, commentent les décisions politiques, commentent la nomination d'un Premier ministre, et tout se passe à l'intérieur des mosquées. C'est pourquoi vous avez remarqué souvent que les heurts, les manifestations se situent à la sortie des mosquées. Alors, ils sont très nombreux, vous pensez, à réclamer le départ du Shah, chose impensable il y a un mois encore? Eh bien, il y a beaucoup de monde qui réclame le départ du Shah, mais je crois que le problème du Shah n'est pas véritablement important. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs représentants religieux, et ces religieux l'appellent parfois Sa Majesté, donc avec un certain respect. Le problème du Shah n'est pas essentiel. Ce que l'on souhaite chez les religieux, c'est que le Shah ait, disons, un rôle de représentativité de l'Iran, qu'il ait un petit peu le rôle de la reine d'Angleterre en Angleterre. Mais ce que les religieux, avec tous les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure, veulent détruire et changer, c'est le gouvernement. Les religieux veulent en revenir à cette constitution de 1906 qui réclame la présence de religieux à l'intérieur même du Parlement. Il faut, dans ce Parlement, 5 religieux, des ayatollahs sans doute, qui ont un droit de veto sur les lois qui seraient promulguées. Et il vous semble que le Shah ait encore beaucoup de partisans? Le Shah a vraisemblablement des partisans qui ne se sont pas beaucoup manifestés. Ce que j'ai vu en rentrant, c'est qu'il y avait des files d'attente importantes à l'aéroport de Téhéran et que beaucoup d'Iraniens voulaient regarder ce qui se passe en Iran, mais de l'extérieur. Titre numéro 2 de la journée, le dénouement chez Terrain. Cela se termine mal, l'affaire est mise en liquidation et les syndics ont annoncé le licenciement collectif de tout le personnel, c'est-à-dire dans l'immédiat de 1150 salariés. Mais le groupe Terrain qui s'effondre aujourd'hui, c'est aussi 12 autres sociétés,
sans compter plusieurs centaines d'entreprises sous-traitantes. Gilbert Fournier, le patron des chantiers du Havre, avait posé comme condition au rachat des ateliers terrain le licenciement de 600 personnes. Ce plan a été repoussé à une large majorité par l'Assemblée générale du personnel. Dès lors, on ne pouvait envisager d'issue. Pour les syndicats, c'est à la fois, bien entendu, un drame social et une catastrophe économique pour la région. En repoussant le plan Fournier, ils ont voulu marquer leur refus de cette alternative, selon eux, cette unique alternative, licenciement partiel ou liquidation. On n'a pas rejeté globalement le rapport Fournier, on a rejeté les conséquences du rapport Fournier sur l'emploi et sur le statut de la réparation navale. Nous sommes entièrement d'accord pour toute solution industrielle, qu'elle vienne de M. Fournier ou de tout autre, qui nous garantisse expressément l'activité de la réparation navale, l'emploi et notre statut. Il y a 32 ans que je travaille ici, et bien sûr j'ai 48 ans. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi ailleurs, puisque disons, j'ai été forgé dans cette maison, j'ai été élevé dans cette maison, et la reconversion c'est beau, mais en quoi? Comment? Nous avons une spécialité bien déterminée ici, pour faire quoi plus tard? Qu'est-ce que vous allez devenir? Je ne sais pas ce que je vais devenir, ça dépendra tout de la transformation de la maison éventuelle. Un nouveau président pour les jeunes agriculteurs, Michel Faux succède à Eugène Scheffer à l'issue du 16e congrès du CNJA. Et puis après Georges Ségui, après Edmond Maire, c'était au tour d'André Bergeron de faire son discours de rentrée devant 12 000 militants de la région parisienne. Il a répété que pour lui, la politique conventionnelle était bien une fin en soi et il a demandé à nouveau la 5e semaine de congés payés et d'abord la réduction de la durée du temps de travail. Il faut partout continuer à revendiquer résolument la 5e semaine de congés payés. Plus du tiers des salariés français ont la 5e semaine. Il est juste d'exiger la même chose pour les autres. Et qu'on ne vienne pas nous dire que les travailleurs sont moins que nous attachés à cette revendication. Un récent sondage a démontré le contraire. Alors, battons-nous pour la 5e semaine, afin que l'an prochain, au rassemblement de rentrée, nous ayons remporté la victoire. La page Robert Fabre est tournée, a dit Michel Crépeau, son successeur à la tête des radicaux de gauche, mais le député maire de La Rochelle n'a pas caché que certains membres de son parti suivraient Robert Fabre et quitteraient le MRG. Il y a d'ailleurs quelques remous dans les fédérations de province. Quant au PS, il estime que Robert Fabre ne peut plus être apparenté au groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Le Parti communiste en deuil, les obsèques de Jean Canapa ont eu lieu cet après-midi au cimetière du Père-Lachaise à Paris et c'est Georges Marchais qui a prononcé son éloge funèbre. Jean Canapa, a-t-il dit, partagea avec son parti des illusions et des erreurs qu'il ne cherchait pas à oublier ou à minimiser. Jour après jour, avec le parti, il en tirait la leçon. Un nouveau patron pour la rédaction de l'Express, Jean-François Revel, remplacera le triumvirat qui dirigeait jusqu'alors la rédaction de l'hebdomadaire. La suite de l'actualité, toujours en bref, mais en images cette fois. Monsieur Sérac, le président du patronat français, a été reçu aujourd'hui par Monsieur Boulin, le ministre du Travail, qui entamait ainsi une série de rencontres avec les partenaires sociaux. Monsieur Sérac a indiqué que le CNPF négociait actuellement avec les syndicats l'indemnisation du chômage et l'aménagement du temps de travail. Avec Monsieur Boulin, un tour d'horizon a été fait sur l'ensemble des problèmes de l'emploi. Le président Houphouët-Boigny a déjeuné à l'Élysée avec le président Giscard d'Estaing. Problèmes évoqués, celui du Sahara occidental. Pour le président ivoirien, il existe une volonté de paix. La Côte d'Ivoire a des contacts avec la Mauritanie, le Maroc et le Polisario, sans pour autant être officiellement médiateur. Celui de l'Afrique du Sud, seul le dialogue permettra une meilleure compréhension. À l'étranger, poursuite du dialogue à Camp David, poursuite au ralenti en raison des fêtes religieuses des uns et des autres. Le vendredi pour Anwar el-Sadat, le samedi pour Menachem Begin, le dimanche pour le baptiste Jimmy Carter. Louis de Guéringaud, le ministre des Affaires étrangères, a quitté Hanoï ce matin après une visite officielle de 2 jours au Vietnam qui a permis de relancer une coopération qui battait un peu de l'aile ces derniers temps.
Les conversations ne se sont achevées qu'un peu plus tard, puisque le ministre a rencontré Pham Van Dong, le Premier ministre vietnamien, quelques heures après, cette fois-ci à Bangkok. Mort du batteur du groupe pop, les Who, Kees Moon est mort d'une overdose, c'est-à-dire d'une absorption massive de drogue. Les 3 autres membres de ce groupe britannique sont en réunion pour décider de l'avenir des Who. Les Who, ce groupe dont on entendait Tommy. Et puis, la confirmation d'une libération, celle de Guy Desnoyers, un nom qui vous dira davantage quand j'aurai précisé qu'il s'agit de l'ancien curé d'Uruf, condamné il y a 20 ans pour le meurtre de l'une de ses jeunes paroissiennes qui attendait un enfant de lui. Guy Desnoyers était le plus ancien prisonnier de France. Il a en fait été libéré le 5 août et on apprend la nouvelle qu'aujourd'hui, il serait à l'heure actuelle dans un monastère. Je voudrais enfin vous raconter, en compagnie d'Henri Gallet, l'histoire du partagea avec son parti des illusions et des erreurs qu'il ne cherchait pas à oublier ou à minimiser. Jour après jour, avec le parti, il en tirait la leçon. Un nouveau patron pour la rédaction de l'Express, Jean-François Revel, remplacera le triumvirat qui dirigeait jusqu'alors la rédaction de l'hebdomadaire. La suite de l'actualité, toujours en bref, mais en images cette fois. Monsieur Sérac, le président du patronat français, a été reçu aujourd'hui par Monsieur Boulin, le ministre du Travail, qui entamait ainsi une série de rencontres avec les partenaires sociaux. Monsieur Sérac a indiqué que le CNPF négociait actuellement avec les syndicats l'indemnisation du chômage et l'aménagement du temps de travail. Avec Monsieur Boulin, un tour d'horizon a été fait sur l'ensemble des problèmes de l'emploi. Le président Houphouët-Boigny a déjeuné à l'Élysée avec le président Giscard d'Estaing. Problèmes évoqués, celui du Sahara occidental. Pour le président ivoirien, il existe une volonté de paix. La Côte d'Ivoire a des contacts avec la Mauritanie, le Maroc et le Polisario, sans pour autant être officiellement médiateur. Celui de l'Afrique du Sud, seul le dialogue permettra une meilleure compréhension. À l'étranger, poursuite du dialogue à Camp David, poursuite au ralenti en raison des fêtes religieuses des uns et des autres, le vendredi pour Anwar el-Sadat, le samedi pour Menachem Begin, le dimanche pour le baptiste Jimmy Carter. Louis de Guéringaud, le ministre des Affaires étrangères, a quitté Hanoï ce matin après une visite officielle de 2 jours au Vietnam, qui a permis de relancer une coopération qui battait un peu de l'aile ces derniers temps. Les conversations ne se sont achevées qu'un peu plus tard, puisque le ministre a rencontré Pham Van Dong, le Premier ministre vietnamien, quelques heures après, cette fois-ci à Bangkok. Mort du batteur du groupe pop, les Who, Kees Moon est mort d'une overdose, c'est-à-dire d'une absorption massive de drogue. Les 3 autres membres de ce groupe britannique sont en réunion pour décider de l'avenir des Who. Les Who, ce groupe dont on entendait Tommy. Et puis, la confirmation d'une libération, celle de Guy Desnoyers, un nom qui vous dira davantage quand j'aurai précisé qu'il s'agit de l'ancien curé d'Uruf, condamné il y a 20 ans pour le meurtre de l'une de ses jeunes paroissiennes qui attendait un enfant de lui. Guy Desnoyers était le plus ancien prisonnier de France. Il a en fait été libéré le 5 août et on apprend la nouvelle qu'aujourd'hui, il serait à l'heure actuelle dans un monastère. Je voudrais enfin vous raconter, en compagnie d'Henri Gallet, l'histoire du boulanger de Buffières. Buffières, un petit village de 300 habitants, petit village pauvre dans le Charolais. Buffières qui un beau matin s'était retrouvée sans boulanger, les 2 qu'elle avait jusqu'alors partant à la retraite. Alors Buffières a mis son orgueil dans sa poche et a lancé un appel à la radio. Je vous rappelle quelques-uns des messages que nous avons reçus ce matin. Un village de Saône-et-Loire, Buffières, un village de 300 habitants, se trouve sans boulanger depuis plus d'1 mois. Alors si vous souhaitez vous installer en province, si vous êtes intéressé par cette annonce, vous appelez tout simplement la mairie de Buffières au 16 85. Il y a quelques jours, cette brève annonce à France Inter a déclenché un petit raz-de-marée. La mairie de Buffières a reçu près de 90 appels, la plupart venant de la ville, de boulangers désireux de travailler à la campagne. Et Buffières a retrouvé un boulanger, un jeune ouvrier portugais dans une boulangerie de la région parisienne. C'est décidé maintenant, Vasco et son épouse, Marguerite, s'installent à la campagne. Ça m'intéresse, là je parle franchement, c'est que j'en ai déjà ras-le-bol de Paris. Ça fait pas longtemps que je suis, ça fait 6 ans que je suis en France, j'en ai ras-le-bol de Paris. Et un deuxième, c'est que moi j'étais né à la campagne et ça m'aurait fait plaisir de revenir à la campagne. Madame, Monsieur Bontemps, lui, après 48 ans passés dans le fournil, va pouvoir entamer une retraite paisible avec la satisfaction d'avoir trouvé un remplaçant. Peu de personnes veulent venir à la campagne, le travail est dur à la campagne. Parce qu'il y a le portage en plus du travail du fourni. Et les kilomètres.
Oh, bien sûr, les habitants de la commune n'auraient pas manqué de pain. Une boulangerie industrielle était prête à livrer le village. Mais ici, on regarde le pain de la ville en plaignant très très fort les citadins qui sont obligés de le manger. Et puis à côté de la boulangerie, il y a le bistrot, ce qui permet de joindre l'utile à l'agréable, de faire les courses et de trinquer avec les amis. À Buffières, le conseil municipal et les 290 habitants du village en étaient conscients. La fermeture de la boulangerie, c'était un pas dans la tombe pour cette petite commune rurale. Il y a un siècle, en effet, le village comptait encore près de 900 habitants. Et puis, à l'image d'autres bourgs français, peu à peu, Buffières a vu ses jeunes partir. Aujourd'hui, on compte ici 67 retraités. Et plus du tiers des maisons du village sont devenues résidences secondaires. Ça pose un problème, oui. Beaucoup même. Parce qu'on aurait qui voudrait s'installer ou n'importe, on n'a plus de logement. Et sur la résidence secondaire, on les voit un mois par an. Entre deux recensements de 1968 à 1975, dans ce département de Saône-et-Loire, les communes rurales ont perdu 40% de leur population. Est appelée commune rurale une commune de moins de 5000 habitants. Si à l'échelon national, on n'a pas enregistré de diminution des populations entre 68 et 75, cela s'explique. Les jeunes agriculteurs continuent à s'en aller, mais souvent ils sont remplacés par des retraités venus de la ville, ce qui accentue encore le vieillissement des populations dans ces villages. Et beaucoup de parents disent « Oh, les jeunes, ils s'en tireront mieux en ville qu'en campagne. Pas qui continuent à remuer de la terre, ça sert à rien, ça rapporte rien. Oh, » c'est pas vrai. L'exode rural, c'est aussi, il faut bien le dire, le fatalisme paysan. Pourtant, ce qui s'est passé à Buffières peut servir d'exemple. Il a suffi d'un appel à la radio. Buffières aura son pain cet hiver. Buffières conservera aussi ceux que n'ont pas ceux de la ville. Le paysage, l'air pur et le temps de prendre le temps. Voilà, terminons ce bref journal avec l'histoire de deux femmes heureuses. D'abord, cette Marseillaise de 62 ans qui vient de gagner près de 8 millions de francs au loto. Elle avait joué les dates de naissance de ses enfants. Et puis, dans un tout autre ordre d'idée, la performance de Madame Loss qui a donné naissance hier soir à Toulouse à des quintuplés, 3 filles et 2 garçons. Le couple avait déjà un garçon de 5 ans. La page de la météo, aujourd'hui beaucoup de nuages sur le pays et un temps assez médiocre malgré quelques éclaircies. Demain ça va s'arranger un peu, belles éclaircies sur les régions méditerranéennes, mais beaucoup de nuages sur la Manche. Ailleurs, après une matinée brumeuse, des éclaircies se développeront, les températures varieront peu. Voilà, avant le Ciné-Club, vers 22h40, Bernard Pradino vous présentera le dernier journal. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonne soirée à tous, à lundi.